Il n'aura suffi que de 7 petites minutes. Juste assez de temps pour transformer une salle de conférence en champ de bataille diplomatique, ravivant les braises d'une rancune franco-britannique qu'on n'avait plus vue depuis la crise de Suez en 1956. En bon orateur rodé, Starmer venait de livrer son plaidoyer enflammé pour défendre l'accord tripartite entre Londres, Washington et Canberra. Selon lui, c'était une alliance vitale, une réponse mûrement réfléchie aux défis géopolitiques du XXIe siècle. Quant à la colère française, il la balaya d'un revers de main poli, qualifiant les accusations de Paris d'un excès de sensibilité bien compréhensible mais déplacé. L'air imperturbable, le regard posé sur Sébastien Lecornu Starmer incarnait ce mélange de fierté insulaire et de calme, désarmant typique des couloirs feutrés de Whitehall. Dans sa tête, aucun doute, sa démonstration venait d'achever tout débat sur la pertinence de la diplomatie britannique post-Brexit. Au cœur du sommet du G7, sous la climatisation froide d'une salle de conférence d'Hiroshima, l'ambiance était tout sauf détendue. C'était l'un de ces silences pesants annonciateurs de clashs diplomatiques majeurs, le genre de tension qui vous colle à la peau avant une rupture irréversible. Cette fois, oubliez les petits tiraillements sur les taxes douanières ou les débats techniques sur les flux migratoires. On assistait à un duel idéologique pur et dur. Face à face, deux visions du monde occidental. D'un côté, Starmer, champion d'un bloc anglo-saxon, soudé par la langue et l'histoire commune, prêt à sacrifier les Européens sur l'autel de son triangle Londres, Washington, Canberra. De l'autre, l'écornu gardien farouche d'une alliance fondée sur la fidélité et le respect des engagements, rappelant que trahir un ami n'est pas un simple ajustement stratégique, mais une faute grave entre alliés. Il y avait dans le regard figé de Lecornu ce calme glacial qui en dit long bien plus que des discours. Une politesse de façade tendue comme un fil et un silence tranchant comme une lame si inhabituelle dans le ballet diplomatique franco-britannique que cela aurait dû mettre Starmer en alerte. Mais non. Trop occupé à réciter ses arguments, bien huilé sur l'AUKUS, le Premier ministre britannique n'a pas vu la tempête qui couvait. Car derrière cette façade technocratique, ce n'était pas une simple affaire de sous-marins. Ce que Paris avait encaissé, ce n'était pas juste une perte financière. C'était la révélation brutale que ses alliés de toujours pouvaient la poignarder avec un sang-froid méthodique au nom de leur jeu d'échiquier géopolitique. Ce qui allait suivre une onde de choc à faire trembler les fondations de l'OTAN, faire vaciller le mythe de l'unité occidentale et possiblement écrire le premier chapitre de la rupture entre Londres et Paris. Pour mesurer l'ampleur du tremblement de terre à venir, il faut revenir à ce jour fatidique où la France stupéfaite apprit par la presse mondiale qu'on venait de lui glisser une lame dans le dos avec l'élégance chirurgicale d'un scalpel diplomatique. Ce jour-là, dans les bureaux lumineux de Naval Group, l'atmosphère était paisible, presque triomphale. L'entreprise phare de la construction navale tricolore poursuivait tranquillement la réalisation de ce qu'on appelait déjà le contrat du siècle, 12 sous-marins conventionnels destinés à l'Australie pour la modique somme de 35 milliards d'euros. Ce chantier colossal devait faire tourner les cales françaises pendant 3 décennies, mobiliser plus de 4000 ingénieurs et techniciens et offrir à la France un siège de poids dans la sécurité maritime de l'Indo-Pacifique, là où l'ombre de Pékin s'étend chaque jour un peu plus. Puis à 20h45 précise, tout a basculé. Le téléphone de Florence Parly, alors ministre des Armées, sonna. Au bout du fil, son homologue australien froid comme l'acier, une phrase lapidaire « Nous mettons fin au contrat ». Pas de négociation, pas de préavis. Dans le plus grand secret, Canberra venait de tourner kazakh pour s'acoquiner avec Washington et Londres. Coup de théâtre diplomatique, l'Australie rompait un accord historique et plantait la France sans avertissement au profit d'une alliance cousue dans l'ombre. Non seulement Canberra abandonnait les submersibles Made in France, mais elle s'offrait dans la foulée une technologie nucléaire de pointe que Washington jusqu'ici réservait exclusivement à Londres. Une sorte de club VIP du nucléaire où Paris n'était manifestement pas invité. L'appel fut bref mais glacial. D'une voix gênée, presque contrite, le ministre australien lança à Florence Parly « Ce n'est rien de personnel, Madame la ministre. Nous optons simplement pour une approche technologique alternative. » Traduction :
10 années de coopération rayées d'un trait, 35 milliards d'euros évaporés remplacés par un pacte secret, ficelé en douce entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie loin des oreilles françaises. La gifle fut immédiate et historique. En un éclair, la France frappait fort rappel de ses ambassadeurs à Washington et Canberra, une première depuis la fin du XVIIIe siècle. Macron dénonçait un coup de poignard dans le dos. Le Drian n'hésitait pas à prononcer le mot tabou trahison. Et pour une fois, la scène politique française, si souvent divisée, parlait d'une seule voix de Mélenchon à Le Pen. Tous condamnaient l'ampleur de cette perfidie anglo-saxonne. Mais ce qui mit véritablement Paris en ébullition, c'était l'attitude du Royaume-Uni. Tandis que Boris Johnson fanfaronnait sur les plateaux avec son Global Britain, tout sourire, les services français, eux, soulevaient peu à peu le voile sur la véritable dimension du rôle britannique dans ce grand numéro d'illusions diplomatiques. Loin du rôle discret de figurant fidèle aux ordres de Washington-Londres, jouait en réalité un double jeu de maître d'échecs. Ce n'était pas un simple associé de l'AUKUS, mais bel et bien le cerveau de l'opération, tirant les ficelles pour convaincre les Américains d'éjecter Paris du jeu. Le but, ressusciter une vieille chimère impériale, un axe anglo-saxon musclé, uni et dominant dans les eaux stratégiques du Pacifique. Les services de renseignement français, en fouillant dans les coulisses, mirent la main sur des dossiers confidentiels qui faisaient froid dans le dos. Dès 2020, le MI6 avait pointé du doigt le contrat entre Naval Group et l'Australie comme une menace directe à l'expansion britannique dans la région. Et puis cerise sur le gâteau, une note ultra sensible du Foreign Office exhumée par le canard enchaîné révélait noir sur blanc l'état d'esprit à Londres. Je cite, « La domination française dans le domaine naval en Australie nuit à nos ambitions post-Brexit. Nous devons inverser la vapeur. » Voilà qui avait le mérite d'être clair. À l'Élysée, cette révélation a claqué comme un coup de tonnerre. Non seulement Londres avait soigneusement omis d'informer Paris, mais pire, elle avait orchestré dans l'ombre une éviction méthodique de la France, comme un stratagème d'espionnage économique déguisé sous les habits bien repassés d'une coopération militaire. C'est de la guerre économique masquée en alliance stratégique, s'emporta l'un des conseillers d'Emmanuel Macron hors micro, mais pas sans colère. 1 an et demi après ce coup de Trafalgar, les plaies n'avaient toujours pas cicatrisé entre Paris et Londres. Starmer, pourtant élu avec la promesse de retisser les liens européens, avait multiplié les gestes de bonne volonté. Mais sur le fond, rien n'avait bougé. Même ligne, même logique, l'AUKUS restait intouchable, sacralisé au nom de la sécurité de l'Occident. Et la France, elle était invitée à ravaler son orgueil et à comprendre les enjeux. C'est dans ce décor hautement inflammable que Starmer, pensant reprendre la main, choisit Hiroshima et le sommet du G7 pour relancer le débat grave erreur. Il venait sans le savoir d'ouvrir la cage d'un fauve en embuscade, Sébastien Lecornu. Cela faisait 18 mois que le Premier ministre français rongeait son frein. Et cette fois, il avait tout prévu. Derrière les portes closes de Matignon, une cellule avait disséqué chaque recoin du dossier AUKUS, rassemblant preuves, contradictions et documents confidentiels. L'objectif était limpide, ne pas seulement rappeler la trahison de 2021, mais mettre à nu devant la planète entière l'hypocrisie maquillée sous le vernis du Global Britain. Une mise à nu diplomatique, chirurgicale, téléguidée à la seconde près. Dans le calme feutré des bureaux ultra sécurisés de la Direction générale de la sécurité nichée sur l'avenue de Tourville, une cellule d'enquête triée sur le volet planchait jour et nuit sur le mystère AUKUS. Chaque document, chaque note de service, chaque message crypté passait au tamis. Aux commandes, Bernard Bajolet, ancien patron de la DGSE, vieux routier du renseignement revenu spécialement pour diriger cette opération à haut risque. Lors d'un brief classé top secret, il glissa à l'oreille de Lecornu. « Monsieur le Premier ministre, nous avons mis la main sur des preuves irréfutables. Londres a saboté nos intérêts délibérément au nom de ses petites ambitions impériales. Ce n'est pas une alliance, c'est une manœuvre hostile déguisée. Le contenu du dossier était tout simplement explosif. Les analystes français avaient y repéré pas moins de 15 réunions confidentielles entre les délégations britanniques, américaines et australiennes tenues dans le plus grand secret entre janvier et septembre 2021. Et pas une seule fois Paris n'avait été dans la boucle une trahison diplomatique
d'autant plus amère qu'elle violait les accords de coopération. Pire encore, certaines de ces discussions s'étaient déroulées sous le nez même des Français lors d'événements internationaux. Exemple le plus symbolique, pendant que Macron partageait un déjeuner chaleureux avec Boris Johnson au sommet du G7 en parlant partenariat européen des conseillers britanniques, tapis dans une pièce voisine du même hôtel scellait l'éviction de la France avec leurs homologues australiens, un double jeu de haute précision. On frôle la trahison à l'état brut, glissa un diplomate français les dents serrées. Et pourtant ce n'était qu'un hors-d'œuvre, car le plus indécent restait à venir. L'investigation menée par les services français révéla un détail glaçant dès les premiers mois de 2021, soit bien avant que le grand public ne soupçonne quoi que ce soit des entreprises britanniques comme BAE Systems et Rolls-Royce, s'activaient déjà en coulisses pour prendre part au juteux contrat australien. Autrement dit, elles savaient pertinemment que la France allait être éjectée du jeu. Mais elles se sont bien gardées de souffler mot histoire de laisser la douche froide faire son effet. Bruno Le Maire, visiblement outré, ne mâcha pas ses mots. C'est de la concurrence déloyale pilotée depuis Whitehall. Ils ont instrumentalisé leur partenariat militaire pour flinguer nos entreprises sur un marché où elles étaient légitimes. C'est une entorse flagrante au droit commercial international. Ces révélations n'avaient fait qu'aiguiser la volonté de faire de l'écornu. Il n'était plus question de diplomatie feutrée, le G7 serait son théâtre et la scène celle d'une dénonciation sans filtre. Le Premier ministre français comptait y étaler devant les puissances mondiales toute l'ampleur de ce qu'il considérait comme une trahison organisée et réclamait haut et fort des comptes et des réparations. Cette confrontation, elle n'avait rien d'improvisé, elle avait été pensée, peaufinée, calibrée avec une précision chirurgicale. Chaque mot, chaque document, chaque regard avait été anticipé. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et témoin de la première heure du fiasco AUKUS, avait livré à l'écornu un récit détaillé de l'humiliation française. Sébastien, ce n'est pas juste une affaire de milliards envolés, lui avait-il dit. Ce qu'on a perdu, c'est la confiance dans ce qu'on croyait être une alliance. Et quand les amis poignardent dans le dos, que reste-t-il de la loyauté ? Pour le Drian, cette affaire n'était plus une simple querelle commerciale. C'était une blessure existentielle pour la diplomatie française, un défi lancé à sa légitimité internationale. Il fallait laver cet affront. Il fallait rendre à la France son rang pas seulement économiquement, mais moralement, stratégiquement. Starmer va apprendre à ses dépens que trahir la France n'est jamais gratuit, avait-il murmuré à ses plus proches stratèges. Et ainsi, le jour fatidique arriva. À 15h30, tapante dans la salle plénière du G7, à Hiroshima, Keir Starmer gravit la tribune. Le regard confiant, le port altier habillé d'un costume gris anthracite impeccable et coiffé d'une cravate rouge bien serrée, il incarnait l'élite britannique du XXIe siècle. Celle qui rêvait de faire cohabiter le prestige de l'empire d'hier avec les alliances d'aujourd'hui. Le visage calme et le discours affûté, il croyait encore pouvoir vendre l'idée d'un Brexit utile, version géopolitique. Il ignorait qu'il venait d'entrer sur un champ de mine diplomatique. « Chers collègues du G7 », déclara-t-il d'un ton posé en articulant chaque mot avec cette élégance académique héritée d'Oxford. « Je suis ici pour aborder une question essentielle, celle de notre sécurité collective et du rôle central de l'Alliance dans la défense des idéaux démocratiques face aux menaces du siècle. » Avec le sérieux d'un professeur en conférence et la posture du stratège éclairé, Starmer déroulait méthodiquement son argumentaire. Il évoquait la montée en puissance de la Chine dans le Pacifique comme un défi structurant appelant les démocraties à se réinventer, à réajuster leurs alliances, quitte à faire des choix douloureux et conclure de nouveaux pactes. Puis vint le moment où le discours bascula. L'alliance AUKUS, affirma-t-il avec une conviction soigneusement maîtrisée, ne vise aucun partenaire en particulier. Elle symbolise notre engagement pour des valeurs partagées et incarne la quintessence de la coopération technologique entre démocraties responsables. Et alors, sans trembler, il lâcha la phrase qui allait faire bondir Paris. Nous comprenons que nos amis français aient pu ressentir une certaine frustration face aux récentes décisions australiennes. Mais dans le monde complexe d'aujourd'hui, certaines orientations doivent être prises rapidement en toute discrétion.
L'important n'est pas de savoir qui fournit quoi, mais que les démocraties restent soudées face aux régimes autoritaires. Traduction libre ? Désolé pour le poignard, mais c'était pour la bonne cause. La petite phrase sur la déception française, aucun hasard. C'était un crochet bien placé conçu pour piquer là où ça fait mal. Mais Starmer, visiblement inspiré par sa propre rhétorique, ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il enfonça le clou avec le sourire. La France, bien sûr, demeure notre interlocuteur de choix en Europe. Mais dans la région Indo-Pacifique, il existe des configurations plus cohérentes. Chaque nation doit reconnaître les limites naturelles de son influence, tant géographique que stratégique. Traduction. La France n'a rien à faire dans le Pacifique, qu'elle reste dans son jardin européen pendant que les grands règlent les choses en eau profonde. Une déclaration d'une brutalité rare balancée devant les caméras comme une évidence. Dans la salle, quelques regards fuyants, des sourcils levés. On venait d'assister à un franchissement de ligne rouge diplomatique. Et pourtant, porté par le silence ambiant qu'il prit à tort pour un consentement, Starmer continua sûr de lui droit dans ses bottes. L'AUKUS est la preuve que le Brexit ne nous a pas isolés. Il nous a au contraire libérés des chaînes européennes pour bâtir des partenariats plus ambitieux avec nos alliés naturels du monde anglo-saxon. Et là, ce ne fut plus un tacle à la France, mais un missile dirigé vers toute l'Union européenne. Starmer venait d'acter sans détour que l'Europe n'était plus un levier stratégique, mais un poids mort. Et que l'avenir de la Global Britain se jouait ailleurs entre Washington, Canberra et Londres. Côté français, les visages s'étaient figés comme des statues. Le cornu imperturbable gribouillait dans son carnet avec une précision chirurgicale presque inquiétante. Starmer lui conclut son discours d'un ton solennel, lançant une dernière flèche enveloppée de velours. « J'ose espérer que nos amis français sauront surmonter leur émotion, aussi légitime soit-elle, pour embrasser cette vision partagée de notre sécurité commune. Le temps dira qui avait raison. Les applaudissements corrects convenus. Un peu comme un toast obligé à la fin d'un dîner tendu. Seuls les représentants de Washington et de Canberra semblaient sincèrement ravis, sourire complice à l'appui. L'air était devenu dense, presque électrique. Tous les yeux convergèrent alors vers le cornu. D'un geste lent, presque cérémonial, le Premier ministre français demanda la parole. Il se leva rectiligne avec cette prestance d'officier que la République ne produit plus beaucoup. Gravissant les marches de la tribune sans précipitation, il planta son regard dans celui de Starmer comme un duelliste avant l'assaut. Et ce qu'il déclara d'une voix calme mais affûtée comme un scalpel allait s'inscrire dans les annales. « Monsieur Starmer, je vous remercie pour votre exposé. Maintenant, laissez-moi vous expliquer posément ce que signifie vraiment le mot « alliance » lorsqu'on parle de nations qui se respectent. Il ne fallut pas attendre longtemps. Le cornu passa à l'offensive avec une précision chirurgicale. D'un geste lent presque solennel, il sortit un dossier rigide noir comme la colère qu'il contenait. Ce n'était pas un discours, c'était un réquisitoire. Et il le déroula comme on expose une scène de crime. Vous évoquez des décisions prises dans l'urgence dans le secret. Eh bien, puisque vous insistez, permettez que je vous rafraîchisse la mémoire, dans l'ordre et avec les faits. Et là, il lâcha le mot que tout le monde redoutait, mais que personne n'osait dire à voix haute trahison. Un frisson parcourut la salle. Plus un souffle. Même les traducteurs se figèrent. Janvier 2021, vos équipes entament des pourparlers confidentiels avec Washington en vue d'écarter la France du contrat australien. Mars 2021, BAE Systems et Rolls-Royce, vos champions industriels, commencent à peaufiner discrètement leurs offres pour Canberra. Et en juin, pendant que le président Macron, en toute confiance, partageait un déjeuner diplomatique avec Boris Johnson à Cornwall, vos conseillers, eux, discutaient derrière notre dos avec les Australiens, dans une salle voisine du même hôtel. Le coup venait d'être porté, et il était d'une précision implacable. Chaque mot lâché par le cornu sonnait comme un uppercut. Dans la salle, on aurait pu entendre une mouche tomber. Starmer, visiblement en perte de contrôle, tenta un dernier recours, la voix un peu étranglée. « Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de préciser que ces accusations… » Mais le cornu ne lui laissa pas le temps de respirer. « Ce ne sont pas des accusations, monsieur Starmer. Ce sont des preuves, vérifiées, authentifiées, fournies par nos propres services de renseignement.
Et il enchaîna implacable septembre 2021. Vous proclamez fièrement la naissance de l'AUKUS, sans daigner alerter votre allié historique. La France découvre tout dans les journaux. Résultat, 65 milliards d'euros évaporés, 4000 emplois sacrifiés, une décennie de coopération balayée comme un vulgaire brouillon. Et vous osez appeler ça une stratégie du XXIe siècle? Les regards se braquaient désormais sur Starmer qui peinait à dissimuler son malaise. Il tenta un contre-argument presque implorant. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité de l'Occident face aux menaces chinoises. Mais le cornu le coupa net tranchant comme une lame. L'unité. Vous appelez ça l'unité quand on trahit ceux qui vous font confiance. Ce que vous avez fait, monsieur Starmer, ce n'est pas de la diplomatie. Ce n'est pas non plus de la concurrence loyale. C'est du sabotage déguisé en alliance. C'est de l'espionnage économique. L'effet fut immédiat. L'accusation cinglante tomba comme un éclair en pleine réunion espionnage entre alliés. La salle retint son souffle. Starmer blême et combatif s'indigna. Ces insinuations sont totalement infondées, mais le cornu implacable dégaina calmement un document. Vraiment? Et comment expliquez-vous alors ce rapport émanant du GCHQ daté de mai 2021? Il détaille dans le moindre recoin nos propositions techniques confidentielles. Vous l'avez eu comment? Par magie ou peut-être par diplomatie télépathique? Starmer tentait de garder contenance, mais la salle sentait le vent tourner. Et le cornu, lui, n'en avait pas fini. Il passa à l'offensive économique, document à l'appui. Vous parlez de priorités stratégiques. Très bien, comparons. Les échanges annuels entre nos deux pays, 67 milliards d'euros, avec l'Australie 13, et vous avez choisi de piétiner un partenaire majeur pour flatter un marché secondaire. Pardon, monsieur Starmer, mais à ce niveau-là, ce n'est plus de la stratégie. C'est une faute professionnelle. Les chiffres ne mentaient pas, c'était un désastre stratégique camouflé en triomphe diplomatique. Mais le cornu n'en avait pas fini. Il visait désormais là où ça fait mal la mémoire, l'histoire, l'honneur. « Monsieur le Premier ministre », lança-t-il d'une voix soudain plus grave, plus pesante, « laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, parce qu'il semble que le passé chez vous ne serve plus qu'à décorer les musées. » Il marqua une pause, balaya l'assemblée du regard, puis frappa fort. « Quand les bombes nazies pleuvaient sur votre capitale qui a refusé de plier, qui a rejoint votre combat, la France libre. Quand les plages de Normandie se transformaient en enfer qui débarquait à vos côtés, nos soldats, et quand il fallut défendre vos îles au bout du monde dans l'Atlantique Sud, qui vous tendit la main à l'ONU encore nous. » Le silence dans la salle était désormais lourd, presque religieux. Les chefs d'État, tous conscients du poids de ces souvenirs, hochaient la tête avec gravité. Et puis le cornu donna le coup de grâce. Et quelle est votre façon de dire merci, en nous écartant, en nous surveillant comme des ennemis, en négociant dans notre dos? Si c'est ça la loyauté made in Britain, alors franchement, gardez-la. Nous préférons encore affronter nos adversaires que d'être trahis par nos soi-disant amis. Et là, ce fut le coup d'estoc. La phrase tomba comme un couperet sèche tranchante implacable. Dans la salle, certains chefs d'État échangèrent des regards, quelques-uns esquissèrent un sourire discret. Starmer blême tenta de s'agripper à ce qu'il pouvait. « Nous devons considérer les enjeux stratégiques du Pacifique. »« Ah, les fameux enjeux du Pacifique !» lança le cornu l'interrompant sans ménagement. « Très bien, parlons-en. Vous ignorez donc que la France est une puissance pacifique, que nos drapeaux flottent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, que 2 millions de nos concitoyens vivent et votent là-bas. Et vous venez nous expliquer que nous serions des intrus dans cette région? Monsieur Starmer, un conseil avant de distribuer des leçons de géopolitique, commencez par ouvrir un atlas. L'uppercut géographique était brutal. Starmer vacillait, pris à revers, sa rhétorique s'évaporant face à la réalité. Mais le cornu n'en avait pas fini. Il gardait une cartouche pour la fin, la plus explosive. Ce qui est le plus consternant dans cette affaire, ce n'est pas la perte d'un contrat, monsieur le Premier ministre. C'est la destruction pure et simple de la confiance entre nos deux pays. Comment bâtir une coopération quand l'un des partenaires passe son temps à mentir, écouter aux portes et poignarder dans le dos au premier désaccord stratégique?
Et il conclut l'œil sombre, la voix ferme, le silence tendu. L'AUKUS, ce n'est pas une alliance. C'est un club fermé, une chambre d'écho pour vieilles puissances coloniales qui refusent obstinément de traiter la France comme leur égale. Mais une chose est sûre, monsieur Starmer, la France n'a plus besoin d'être invitée à votre table et elle ne quémandera plus jamais l'amitié du Royaume-Uni. Vous avez planté votre drapeau dans le camp de vos nouveaux amis. Très bien. Nous érigerons le nôtre là où on respecte encore la loyauté. Et là, plus un souffle. Une chape de plomb s'abattit sur la salle. Pour la toute première fois de sa carrière, Starmer ne savait plus quoi dire. Son charisme s'était évaporé, sa posture vacillait. Il balbutia quelques mots sur la nécessité du dialogue, mais son ton creux trahissait son malaise. Le séisme diplomatique fut instantané, planétaire. À peine l'échange terminé, les vidéos de ce duel verbal explosèrent sur X TikTok et les chaînes d'infos 24/7. Le hashtag #LeCornu vs Starmer s'imposa en tendance mondiale. Internet s'enflamma, la planète diplomatique retenait son souffle. Les opinions se scindèrent en deux camps d'un côté, ceux qui saluaient avec ferveur la dignité offensive de Paris, et de l'autre ceux qui y voyaient une fracture dramatique dans l'unité occidentale. Au Royaume-Uni, la presse se déchaîna. Les tabloïds conservateurs The Telegraph en tête fustigèrent une arrogance gauloise insupportable et accusèrent le Cornu de torpiller l'Alliance atlantique. À gauche, en revanche, les analyses furent plus subtiles. The Guardian, The Independent et quelques éditorialistes influents reconnurent à demi-mot que la France trahie en coulisses avait bien des raisons de hausser le ton. Mais le coup le plus dur pour Starmer ne vint ni des diplomates, ni des tribunes. Il surgit du peuple britannique lui-même. À peine 2 jours après l'affrontement d'Hiroshima, un sondage YouGov tombait comme une enclume. 43% des citoyens du Royaume-Uni estimaient que leur gouvernement avait gravement manqué de respect à la France. Un quasi camouflé. L'image de fermeté de Starmer se fissurait, fragilisée par une opinion divisée en plein cœur du pays. Pendant ce temps, à Paris, c'était l'ovation. Le ton martial et direct de Le Cornu avait frappé une corde sensible. Selon un sondage relayé en boucle sur les plateaux télé, une majorité écrasante des Français saluait son intervention. Peu importe la couleur politique, le pays vibrait à l'unisson. Marine Le Pen y vit le retour d'un patriotisme assumé. Jean-Luc Mélenchon y décela un sursaut de dignité contre l'arrogance anglo-saxonne. Valérie Pécresse, pourtant peu suspecte d'anti-atlantisme, admit que l'honneur français avait été brillamment défendu. Jamais depuis des décennies, un chef de gouvernement français n'avait osé répondre frontalement à un Britannique avec autant d'aplomb. Et cette posture de résistance galvanisait l'opinion. En une seule intervention, le Cornu venait de se hisser au rang de symbole d'unité nationale. Sur la scène internationale, sa voix pesait soudain bien plus lourd. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que la déflagration provoqua les remous les plus inattendus. À Washington, la Maison-Blanche s'efforçait de contenir l'incendie comme un pompier pris entre deux foyers d'un côté, un partenaire historique humilié, de l'autre le fidèle Londres pilier de l'AUKUS. L'embarras était palpable, car les révélations explosives de Le Cornu sur les manigances britanniques mettaient aussi l'administration Biden dans une position délicate. Comment condamner les agissements du Royaume-Uni sans reconnaître sa propre implication dans cette opération de sabotage diplomatique? Et les choses ne s'arrêtaient pas là. Sur les bancs du Congrès, la tempête prenait forme. Des voix s'élevaient, pas n'importe lesquelles. Plusieurs sénateurs démocrates, avec Chris Murphy en tête, s'inquiétaient ouvertement des retombées géopolitiques de ce scandale. L'AUKUS est-elle en train de fracturer le front transatlantique au lieu de le renforcer? Interrogeait-il. Le ton montait, certains réclamaient un audit complet de l'accord d'autres, une redéfinition des priorités stratégiques pour que l'Alliance occidentale ne se transforme pas en un cercle restreint d'anglophones jouant aux apprentis stratèges face à la Chine et à la Russie. Un semestre après ce choc diplomatique d'anthologie, les relations entre Paris et Londres ressemblaient à une mer démontée. Pas vu un tel naufrage depuis l'épisode de Suez. Starmer, de plus en plus isolé, payait le prix fort de sa confrontation mal calibrée avec Le Cornu.
En coulisses, plusieurs figures de son propre camp des ministres travaillistes, à peine discrets, le jugeaient responsable d'avoir inutilement tendu la corde avec Paris, au mépris des équilibres européens. Pendant ce temps, du côté français, le Cornu marchait sur un tapis rouge diplomatique. Son intransigeance face aux coups de bluff britanniques faisait école. Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, les éloges fusaient. Au sommet suivant du Conseil européen, ce furent des poignées de main, appuyés, des sourires entendus et quelques mots chuchotés. « Bien joué, il fallait oser ». Et la récompense ne tarda pas, la France s'imposa comme le nouveau moteur des discussions sensibles. Sur l'autonomie stratégique sur les dossiers défense même dans les relations complexes avec Pékin, la voix de Paris s'était muée en autorité. Ce que certains appelaient autrefois arrogance française était désormais perçu comme du leadership assumé. Et dans le grand théâtre diplomatique européen, c'est bien le Cornu qui tenait désormais le premier rôle. Il suffira de 7 minutes. 7 minutes à Hiroshima pour faire basculer une décennie de rapports de force au sein du monde occidental. Le Cornu, d'un ton calme mais tranchant comme une baïonnette, venait de démontrer qu'il était possible de résister au rouleau compresseur anglo-saxon sans faire exploser l'unité démocratique, à condition d'avoir des preuves solides et un certain goût du panache. Le Figaro résuma le moment avec justesse. En l'espace de 420 secondes, le Cornu a redonné à la France sa stature de puissance diplomatique et rappelé que même entre alliés, les trahisons ont un prix. Fini le temps où Paris baissait les yeux devant Whitehall. Terminé l'époque où l'on jouait les vassaux sous couvert de coopération. Mais ce coup d'éclat derrière son apparente spontanéité était le fruit d'un plan d'une précision chirurgicale mûrie dans l'ombre pendant des mois. Très peu savaient, encore moins avaient anticipé que ces quelques minutes deviendraient aux yeux des historiens le point de bascule d'une nouvelle ère diplomatique. Tout avait commencé bien loin des projecteurs. 8 mois avant le choc d'Hiroshima dans les entrailles hyper sécurisées du boulevard Mortier, une cellule spéciale de la DGSE lançait ce qui allait devenir l'opération la plus sensible depuis la guerre froide. Nom de code Dédale, clin d'œil à l'imbroglio brumeux des manipulations britanniques, aussi sinueux qu'un labyrinthe sans issue. Une trentaine d'agents triés sur le volet furent déployés à travers les capitales clés Londres, Washington, Canberra, et d'autres que l'on ne citera pas. Leur mission disséquèrent méthodiquement l'enchaînement des coups bas, cartographier à l'heure près la chronologie de la trahison et surtout récolter la pièce maîtresse, la preuve bétonnée que les Anglais avaient non seulement menti mais espionné, et ce au détriment direct des fleurons industriels français. Dans la salle de crise, le directeur de la DGSE avait été clair glaçant, monsieur le Premier ministre, cette humiliation ne peut rester sans réponse. Mais pour frapper juste, il nous faut d'abord des noms, des dates, des faits. Ce que nous allons bâtir, c'est un missile diplomatique à fragmentation lente. Et il portera un sceau, celui de la vérité. Ce que les espions tricolores avaient découvert allait bien au-delà des attentes les plus audacieuses de Paris. En croisant des données extraites des entrailles numériques de plusieurs firmes de défense britanniques, avec les écoutes classiques des canaux diplomatiques, les analystes français avaient recomposé un chef-d'œuvre de duplicité digne d'un roman de John le Carré. Mais c'est un certain 18 janvier que tout bascula. Ce jour-là, un agent infiltré au cœur même du renseignement britannique mit la main sur un mémo interne du MI6, un document si explosif qu'il aurait pu mettre le feu à la Chambre des communes. Son titre, Pacific Crown. Son but, frapper la France là où ça fait mal, dans l'Indo-Pacifique. Noir sur blanc, le texte déroulait un plan en 3 temps sans détour ni phare. Éliminer Naval Group du jeu australien en proposant une alternative prétendument plus avancée. Écarter Paris des discussions stratégiques majeures dans la région. Prouver que la Global Britain version post-Brexit peut tenir tête et humilier au passage l'ancienne puissance coloniale française. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une exécution froide et planifiée. L'AUKUS n'était donc pas un simple accord de défense face à Pékin, c'était un coup monté. Une opération chirurgicale destinée à faire plier la France. Et Londres comptait bien y parvenir avec l'élégance brutale qui lui est propre. Coopération militaire. Allons donc, c'est une guerre économique qui avance masquée.
Lâcha Bruno Le Maire d'un ton glacial, les yeux rivés sur le fameux document. Et ce n'était que la surface. Les révélations issues de l'opération Dédale n'avaient rien d'anecdotique, c'était un tsunami d'indiscrétions ciblées, orchestré depuis Londres contre l'élite industrielle française. En tout pas moins de 23 cas d'espionnage ciblant les fleurons de la défense tricolore furent mis au jour. Dassault, Airbus, Safran, aucun n'avait été épargné. Mais un cas en particulier fit bondir tout le ministère de la Défense, les discussions ultra confidentielles entre Dassault et l'Inde au sujet des Rafales n'avaient rien de secret pour le GCHQ britannique. Pendant 6 mois, leurs antennes avaient patiemment capté, décrypté puis transmis chaque échange stratégique entre Paris et New Delhi, directement dans les bureaux de BAE Systems, concurrents directs. Le but, saboter les négociations françaises en offrant à Londres une copie carbone de chaque argument pour qu'ils puissent répondre à l'avance. Ce n'est pas de la concurrence, tonna Éric Trappier, patron de Dassault, le visage fermé. C'est un pillage économique planifié et validé au sommet de l'État. À l'Élysée, c'est un coup de tonnerre qui a résonné jusque dans les dorures du salon Murat. Emmanuel Macron, blême de colère, fulminait devant ses plus proches collaborateurs lors d'un conseil de défense improvisé convoqué dans l'urgence. D'un ton glacial, il lança « Peut-on encore parler d'alliés quand un partenaire stratégique vous scrute, vous infiltre, vous trahit dans l'ombre ?» Le président ne mâchait plus ses mots. Pour lui, cette trahison à répétition n'était pas seulement une gifle, c'était une déclaration de guerre froide, déguisée. Assez de duplicité anglo-saxonne. Le moment est venu de leur faire comprendre que la France ne se laisse pas marcher sur les pieds. Le ton était donné. Dans la foulée, le Cornu reçut l'ordre de bâtir une contre-attaque diplomatique à la hauteur de l'affront, pas une simple réclamation polie, mais une offensive publique chirurgicale destinée à exposer la perfidie britannique devant les projecteurs du monde entier. Cette fois, il ne s'agissait plus de défendre un contrat perdu, mais d'imposer un coup politique à toute récidive. Pour orchestrer sa riposte, le Cornu n'avait rien laissé au hasard. Il avait monté dans le plus grand secret un commando d'élite diplomatique composé des cerveaux les plus affûtés de la géopolitique anglo-saxonne. Au centre de ce dispositif, Sylvie Berman, ancienne ambassadrice, à Londres, stratège redoutable capable de lire l'âme britannique comme un roman victorien. Lors d'une réunion discrète à Matignon, elle mit carte sur table. Les Britanniques ont une faiblesse s'ils tiennent à leur image de partenaires honorables. Accusez-les publiquement d'avoir trahi cette loyauté et c'est toute leur façade de fair-play qui se fissure. Ce conseil devint le socle de la stratégie française, plutôt que de s'épuiser à critiquer frontalement l'AUKUS. Il fallait frapper là où ça fait mal, l'honneur. Dévoiler les preuves d'espionnage était l'arme fatale. À cette équipe de diplomates s'ajouta un homme de la mer, l'amiral Pierre Vendier, ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Sa contribution. Un verdict militaire sans appel, l'AUKUS est un pari stratégique grotesque. Les sous-marins promis n'arriveront pas avant une décennie. C'est du sabre en carton pour flatter l'ego. Avec de telles munitions techniques psychologiques symboliques, la France s'apprêtait non seulement à contre-attaquer, mais à retourner l'échiquier diplomatique à son avantage. L'AUKUS ne relevait pas seulement d'un coup bas entre alliés, c'était une faute de calcul monumental, un faux pas stratégique qui fragilisait tout l'édifice sécuritaire occidental dans le Pacifique. Et pendant que les diplomates échangeaient des sourires crispés, c'est à Nez-Panier-Renacher, ministre délégué à l'industrie, qu'échut la tâche de faire les comptes. Et le verdict était brutal. 65 milliards d'euros de contrats partis en fumée, autant que le budget annuel de notre éducation nationale, lança-t-elle d'un ton glacial. 4 000 postes directs rayés de la carte, 12 000 autres en sursis. À travers ces chiffres, ce n'était plus une simple histoire de sous-marins, mais de foyers détruits, de vies brisées. Les ambitions géopolitiques de Londres venaient de broyer des milliers de destins français. Ce n'était plus un différend d'État à État, c'était devenu un drame social, un scandale à taille humaine. Le Cornu l'avait bien compris à l'ère des likes et des hashtags « gagner la bataille de l'émotion », c'est gagner la guerre. Et pour frapper fort, il allait transformer les réseaux sociaux en champ de bataille. À la tête de cette stratégie numérique, Anne-Sophie Bradel, la chef de la com,
de Matignon fine tacticienne de l'influence digitale. Elle avait mis au point un plan d'action chirurgical pour que chaque moment de la confrontation avec Starmer devienne un clip viral, chaque silence un message, chaque regard une déclaration. Objectif: retourner l'opinion mondiale contre Londres, toucher les cœurs avant les chancelleries. L'isolement diplomatique version Twitter et YouTube. Monsieur le Premier ministre, l'époque où la diplomatie se jouait uniquement dans les salons feutrés est révolue, lança-t-elle le regard rivé sur les courbes d'engagement Twitter. Aujourd'hui, ce sont les likes, les vues et les partages qui façonnent les alliances. Anne-Sophie Bradel ne parlait pas en métaphore. Elle préparait un champ de bataille où l'arme c'était l'opinion. Faire de Starmer l'illustration vivante de l'hypocrisie made in Britain, voilà le cœur de la manœuvre. Si le grand public retenait son nom comme synonyme de trahison, alors le travail serait accompli. Pour une république aussi attachée à ses ambassadeurs en costume sombre, cette diplomatie de terrain, façon influenceur, représentait une rupture. Mais les codes avaient changé et Paris comptait bien jouer avec les nouvelles règles du jeu. Les anglo-saxons avaient fait de la communication un art de guerre. La France, cette fois, n'allait pas rester en retrait. L'équipe de Le Cornu n'avait rien laissé au hasard. Chaque réaction possible de Starmer avait été anticipée, comme dans une partie d'échecs à haute intensité. Il tente de nier l'espionnage, on balance les pièces à conviction. Il tente de minimiser les dégâts économiques. On fait entendre la voix des ouvriers sacrifiés. Il joue la carte de la fraternité occidentale. On déroule la longue liste des coups de poignard venus de Londres. Tout était prêt comme dans une opération spéciale, glissa un conseiller stratégique. Cette approche quasi militaire d'une confrontation diplomatique révélait une volonté farouche, plus jamais la France ne se laisserait ridiculiser par l'arrogance britannique. Cette fois, on ne recule pas, avait lancé Le Cornu à son cercle rapproché avec un calme glacial. L'objectif était clair, montrer aux Britanniques qu'insulter la France n'était plus sans conséquence. Durant les 3 semaines précédant le sommet d'Hiroshima, les salons de Matignon avaient été transformés en centres d'entraînement diplomatique. Rôle de Starmer interprété avec brio par Sylvie Bermann, qui imitait à la perfection le style rhétorique du Premier ministre, ses tics langagiers, ses pirouettes verbales, ses faux airs de conciliation. Tout avait été répété, peaufiné, maîtrisé. La France allait entrer en scène avec la rigueur d'un général et la précision d'un dramaturge. « Monsieur Le Cornu, vous protégez l'Occident », lançait-elle avec un accent oxfordien volontairement exagéré. « Madame l'ambassadrice, en trahissant vos alliés, vous ruinez la crédibilité de l'Occident », rétorquait-il ton glacial regard fixe. Chaque répétition devenait plus affûtée. Les ripostes gagnaient, en tranchant les silences et étaient les intonations calibrées. Le Cornu peaufinait son art comme un acteur de tragédie grecque. Il intégrait même les micro-gestes, les pauses dramatiques et les effets de surprise. Derrière cette précision, un spécialiste des négociations de crise l'entraînait à garder un flegme à toute épreuve, même sous pression. Le sang-froid n'était plus une qualité, c'était devenu une arme. Premier ministre, attendez-vous à ce qu'il tente de vous faire perdre pied. S'il vous pousse à l'émotion, vous avez perdu. Écrasez-le avec des faits, pas avec des cris. Ce fut exactement ce qui se produisit. Lorsque les vérités françaises commencèrent à pleuvoir, Starmer tenta d'interrompre, de hausser le ton, de détourner l'attention. En vain. Le Cornu impassible déroulait son attaque comme un chirurgien découpe un tissu malade avec méthode, sang-froid et précision. Pendant que son adversaire s'agite, lui reste droit. Plus il gardait le silence entre 2 accusations, plus la salle retenait son souffle. La maîtrise émotionnelle devint l'arme la plus redoutable du face-à-face. À bord de l'Airbus A330 présidentiel, ce n'était pas un simple voyage, c'était la montée vers un ring diplomatique. Le silence n'était rompu que par le bruissement des dossiers qu'on relisait encore et encore. Pendant que le monde dormait, Le Cornu lui révisait. 12 heures d'études minutieuses sans relâche. Autour de lui, son équipe s'activait comme une cellule d'état-major en alerte maximale, peaufinant la moindre virgule de sa charge contre Londres. « Ce que vous vous apprêtez à dire n'est pas que pour Paris », lui rappela calmement Sylvie Bermann dans une cabine feutrée. « Vous serez le porte-voix de tous ceux que les anglo-saxons méprisent en coulisses, mais utilisent en façade. Beaucoup pensent comme nous, mais aucun n'ose. À vous de parler pour eux. »
Le cornu hocha lentement la tête. Ce vol n'était plus un déplacement, c'était l'entrée dans l'arène. Cette conviction nouvelle galvanisa le cornu. Il ne s'agissait plus d'une querelle de drapeaux, mais d'une croisade pour restaurer la parole donnée dans un monde de faux semblants. À peine posé sur le tarmac japonais, l'ambiance était déjà lourde. On sentait dans l'air une tension rare, presque électrique. Les journalistes, flairant le scandale, s'étaient rués à Hiroshima comme à la veille d'un tremblement de terre diplomatique. Les envoyés spéciaux britanniques et français s'affrontaient déjà dans les couloirs feutrés des hôtels de presse. À coups de scoop et d'éditos tranchants, chacun tentait de planter le décor avant le lever de rideau. Une chose était claire, ce sommet n'allait pas ressembler aux autres. Côté britannique, le calme apparent n'était qu'un vernis sur une inquiétude croissante. À Whitehall, les antennes du renseignement avaient capté quelques signaux inquiétants. Paris affûtait ses armes, mais jusqu'à quel point? À Londres, on se rassurait à coups de banalité. Encore une crise de nerfs des Français sur l'AUKUS, ironisa un conseiller de Starmer sans se douter qu'il assistait à l'aveuglement collectif de sa propre équipe. Rien qu'une passe d'armes rhétorique, on ressortira nos éléments de langage sur la stabilité indo-pacifique et tout rentrera dans l'ordre. Mais ce qu'il prenait pour un simple coup de menton allait se transformer en uppercut diplomatique. L'impréparation et la suffisance allaient aussi coûter cher à la délégation britannique. La veille de l'affrontement, alors que le cornu peaufinait encore ses notes dans un silence concentré, son téléphone vibra. À l'autre bout du fil, la voix assurée d'Ursula von der Leyen brisa la tension. « Sébastien, ce que vous allez dire demain ne résonnera pas qu'en France. L'Europe en a assez de courber l'échine. Il est temps que les anglo-saxons comprennent que l'Union n'est pas un décor diplomatique. » Cette phrase simple mais puissante toucha sa cible. Le cornu comprit qu'il ne montait pas au front seul. À Hiroshima, il porterait la voix d'un continent lassé d'être marginalisé par ceux qui confondent alliance et domination. À 6h30 tapante, dans la lumière feutrée de sa suite au Riga Royal, le cornu ouvrit les yeux, le regard déjà concentré. Pas de place pour les doutes. Il s'assit face à son bureau, ses notes étalées comme des munitions prêtes à l'emploi, et entama une dernière revue stratégique de ses arguments. Chaque mot comptait. Aujourd'hui, ce n'était pas un discours, c'était un coup de tonnerre diplomatique qu'il allait déclencher. Aujourd'hui, je vais dire tout haut ce que l'Europe pense tout bas des Anglais et de leur jeu en coulisses, avait-il murmuré à son directeur de cabinet. L'époque où on encaissait les gifles de Londres en silence, c'est terminé. À peine descendu de son véhicule officiel au centre de conférence d'Hiroshima, le cornu sentit la pression dans l'air. La tension était électrique. Plus de 300 journalistes du monde entier piétinaient, d'impatience caméra prête micro dressée. Le nombre d'accrédités battait tous les records. Tous les regards convergeaient vers un seul point, la confrontation historique qui s'annonçait entre la France et le Royaume-Uni. Dès l'entrée dans l'hémicycle, on aurait cru sentir l'ozone d'un orage prêt à éclater. Ce n'était pas un simple échange de vues entre diplomates, non, c'était un procès en bonne et due forme. Dans le rôle du procureur inflexible, le cornu. Sur le banc des accusés, Starmer, symbole vivant des choix douteux du Royaume-Uni post-Brexit. Les regards se croisaient, les silences pesaient, l'assistance retenait son souffle. Chacun comprenait qu'il s'agissait d'un moment à inscrire dans les annales de la diplomatie contemporaine. Quand Starmer prit la parole pour défendre l'AUKUS, sa posture était droite, sa voix maîtrisée, mais dans les yeux de Lecornu, on lisait déjà la fin de la partie. Assis comme un prédateur patient, il écoutait chaque mot, comme on examine la trajectoire d'une proie. Chaque argument moral, chaque pirouette géopolitique, chaque tentative de banaliser la gifle infligée à la France était mentalement disséqué, classé et prêt à être méthodiquement désossé. Voilà exactement ce que nous avions anticipé, pensa-t-il. La leçon de morale britannique, le vernis stratégique et surtout ce ton condescendant qui croit pouvoir effacer une trahison historique. Très bien, je vais les démolir brique par brique. À la fin de son intervention, Starmer croyait avoir clos le débat. Mais en réalité, il venait d'ouvrir une autoroute vers sa propre démolition. En tentant de justifier l'exclusion de la France par des liens naturels entre pays anglophones, en minimisant la gifle diplomatique comme un simple malentendu, il n'avait fait
qu'alimenter la machine de guerre française. Chaque mot prononcé par le Premier ministre britannique semblait avoir été anticipé, décortiqué et transformé en munitions par l'équipe de Lecornu. Le piège se refermait. Et c'est là, dans ce moment de bascule, que Lecornu entra en scène comme un chirurgien en pleine opération à cœur ouvert. Il ne parla pas, il scalpa. Chaque donnée, chaque aveu, chaque extrait de documents classifiés était utilisé avec une précision redoutable pour démembrer pièce par pièce la posture britannique devant les caméras du monde entier. Mais derrière ce balai d'arguments tranchants se cachait un travail d'orfèvre en manipulation psychologique. Rien n'était improvisé. Formé par une élite d'experts en stratégie d'influence, Lecornu déroulait en direct une opération de démolition émotionnelle savamment calibrée. Starmer ne débattait plus, il se faisait démonter en direct sous les applaudissements silencieux d'un G7 médusé. Lecornu n'improvisait rien, sa stratégie reposait sur une chorégraphie parfaitement réglée, pensée comme une opération militaire en 4 temps. Premier mouvement, l'avalanche de preuves. À chaque attaque, il dégainait un document, une note confidentielle, un mémo. Impossible de nier car chaque mot était cloué par une preuve. L'esquive devenait suicidaire. Deuxième temps, la montée en intensité. Les révélations n'étaient pas jetées au hasard. Non, elles suivaient une courbe ascendante. Le choc s'amplifiait minute après minute jusqu'au coup de grâce, l'espionnage économique. Troisième phase, l'effet miroir. Lecornu ne jouait pas en défense. Il renversait la table. Starmer venu distribuer les critiques se retrouvait sommé d'expliquer ses propres actes. L'arroseur arrosé. Et pour finir, la gifle morale. En ravivant les souvenirs d'union franco-britannique, Lecornu transformait cette affaire en trahison personnelle. Ce n'était plus seulement une faute diplomatique, c'était une rupture de confiance impardonnable. Ce qui rendit l'intervention du Cornu si ravageuse, ce ne fut pas seulement l'intelligence de l'attaque, mais la maîtrise chirurgicale de sa mise en scène. Ce n'était plus un discours diplomatique, c'était un coup de tonnerre émotionnel et stratégique. Une démonstration éclatante de démolition ciblée, exécutée avec le sang-froid d'un sniper politique. En moins d'une journée, l'effet domino était lancé, les extraits vidéo tournés en boucle traduits dans 31 langues disséquées aux 4 coins du globe. Même les traducteurs peinaient à suivre la cadence. Harvard Science, Pau LSE. Partout, les départements de relations internationales convoquaient des débats improvisés pour analyser l'onde de choc. À Cambridge, le professeur Joseph Ma s'exclama « Ce qu'a fait Lecornu en 7 minutes, une révolution. Il vient de réécrire les règles du jeu diplomatique, il a prouvé qu'on pouvait ruiner une puissance avec des faits sans hausser le ton. » Pendant ce temps, à Oxford, le professeur Rant déclarait gravement « C'est un moment charnière. Dorénavant, aucun dirigeant européen ne tolérera que les anglo-saxons monopolisent les rênes de l'Alliance occidentale. » Mais ce qui fit réellement frissonner les hautes sphères des renseignements mondiaux, ce fut ce geste inédit exposé publiquement des archives confidentielles britanniques en pleine réunion du G7. Une ligne rouge venait d'être effacée par Lecornu avec un sourire glacial. Dans un monde habitué au non-dit entre alliés Paris, avait brisé le silence disséqué les méthodes de la CIA et montré au monde qu'on pouvait mettre à nu les trahisons, même quand elles viennent des amis. Cette audace fit des émules Berlin jusque-là. Timide remettait sur la table l'affaire Snowden. Rome exigeait des comptes sur les fuites industrielles orchestrées par Londres. Un vent de rébellion soufflait sur l'Europe désormais. Les Alliés allaient devoir rendre des comptes. Un semestre s'était écoulé depuis cette scène mémorable, mais les ondes de choc continuaient à se propager. Si les liens diplomatiques entre Londres et Paris étaient figés dans le givre la stature de la France, elle n'avait jamais été aussi imposante sur l'échiquier mondial. Lecornu n'était plus seulement un ministre, mais le visage d'un continent lassé des humiliations anglo-saxonnes. Et plus qu'un coup d'éclat, son intervention avait réveillé l'idée d'une Europe forte, autonome, capable de ne plus dépendre de promesses creuses. Désormais, Bruxelles investissait dans la défense commune, les industriels européens se rapprochaient, et un mot circulait dans les couloirs feutrés souveraineté. La tempête diplomatique déclenchée par Lecornu ne s'arrêta pas à Hiroshima. Elle trouva son apothéose en décembre à Prague où un événement sans précédent
se produisit. Les 27 pays de l'Union européenne signèrent une charte inédite. Son principe, une loyauté sans faille entre partenaires bannissant toute forme de surveillance économique entre États membres et imposant la transparence absolue dans la coopération militaire. Pour Wolfgang Schinger, l'ancien patron de la conférence de Munich sur la sécurité, l'effet le corps nu, avait non seulement libéré les langues, mais aussi cassé une habitude, celle de se taire face à Londres ou Washington. Désormais, l'Europe savait dire non. Quant à celui par qui le scandale arriva, il avait franchi un seuil. Le corps nu n'était plus seulement le chef du gouvernement français, il incarnait la conscience politique d'un continent décidé à ne plus jouer les seconds rôles. À Hiroshima, dans cette salle où le silence avait remplacé les applaudissements, son discours continue de résonner. En mai 2026, un homme seul, avec pour unique arme des faits incontestables, avait infligé à un allié historique de la France une humiliation retentissante. Ce jour-là, la vérité avait mis KO la duplicité et une Europe lucide éveillée avait trouvé son porte-parole.